À partir du moment où j'ai envie, ça y est, c'est parti. Alors là, comme tu vois, là, c'est le château de Rubel que je suis en train de faire. Du moins, je suis en train de le repasser sur l'objet que je vais graver, là. Parce que le château de Rubel, parce que c'est là qu'est née la faïencerie de Rubel. En fait, c'est grâce à du Tremblay et de Bourgoin, les deux barons, là, qui est née la faïencerie de Rubel, et c'est grâce à du Tremblay au château de Rubel, qui recevait tous ces artistes, que la naissance de la faïencerie a pu voir le jour, avec du Tremblay. C'est lui qui avait l'argent, les terres, l'eau, le bois, les lieux, donc c'était le mécène en fait. Et de Bourgoin était l'inventeur. Ah, c'est très fin, hein, c'est de l'ordre du millimètre au millimètre et demi, quoi. Pour se rendre compte si ce que tu fais, ça va à peu près ou pas. Avec de la plastiline, tu vois. Voilà, j'applique ça, je sors, et comme ça, je vois, à l'envers, tu vois, je vois, toi, là, c'est le toit, là, c'est l'arbre que j'ai, avec ses branches qui sont. C'est là-dessus que je vais faire mes empreintes en élastomère, positif et négatif, et ce sera sur l'élastomère que je ferai le moule qui ira au centre de cette assiette. Donc, elle sera là en négatif. Il n'y a que quand j'aurai mis la terre dessus, la plaque de terre et tourner l'assiette, qu'on la verra après en positif. Il ne faut pas oublier de graisser le moule quand même, hein, parce que sinon ça sac. Voilà. Toc, je regarde. Voilà. C'est pour ça que c'est impeccable, parce que ça prend au micron près. Donc, c'est le liquide, hein, c'est-à-dire que c'est de l'élastomère, caoutchouc synthétique d'aujourd'hui, hein, que l'on coule sur le modèle, et on va attendre 6 heures. Une fois qu'il est pris, on va le démouler. Hop, et voilà. Et voilà. Voilà, donc ça c'est bien noué. Comme ça, toi, j'ai pas perdu. J'ai rien perdu. Et voilà. Et voilà. Et ça c'est le modèle qui va me servir à faire mon moule. À partir de là, je vais faire un moule en plaque là-dessus, que je vais transposer sur le centre de l'assiette. Ça, c'est l'empreinte. Ça, c'est la deuxième empreinte pour pouvoir faire le moule en plâtre. Pour ça, il faut que je fasse attention. Mettre. Essaye de passer partout. Ça c'est parce que... Eh bien c'est là-dessus que je vais faire la lithophanie. Et la faïence, je l'ai fait au négatif. Ça, c'est le positif. Hein, c'est ce que j'ai fait. Et je vais faire là-dessus la litho. Pour la faïence, c'est le contraire. C'est le moule qui va sortir de ça. Je vais le faire de façon à lui donner la forme qu'il va avoir dans le fond d'une assiette. Ce que faisait Rubel à l'époque, hein, c'était la même chose. Je vais l'incorporer dedans et c'est à partir de là que je vais pouvoir faire une assiette avec le modèle. Voilà, ça c'est le moule d'assiette. Ça c'est un pain. De 10 kg qui viennent de Limol. Hein. Maintenant, c'est à peu près la terre qu'employait Rubel parce que c'est la même texture et à peu près la même blancheur. Voilà, donc ça se livre comme ça, on fait des tranches. À peu près. Voilà.
Attention, voilà. Je recule. Voilà. Et ça s'appelle une couteuse. Ça fait faire les plaques. Voilà. Attention, reculez. Voilà. Alors, on se sert des réglets de calibre pour avoir la... Je lisse pour avoir une surface bien plane et bien lisse. Ça donne, comme ça on a un dessin qui est parfait, parce que si tu ne l'as pas lissé, tu vas avoir des défauts. Ça permet en même temps de bien serrer la pâte sur le modèle. Alors ça, c'est le talon de l'assiette que je prépare. Un petit peu le talon en forme. Maintenant, alors j'ai... Voilà, là, je vais mettre l'ensemble sur le tour à pied. Là, je présente la pièce. Alors, je la scelle. Ça ne bouge pas quand on va je la bloque pour pas qu'elle se sauve. Et là, je commence à tourner. Alors, je commence à préparer la forme à l'éponge, hein, pour que ça ne soit pas trop dur. Ce tour-là, c'est un tour qui sert justement à tourner les assiettes avec des gabarits. Donc, c'est un tour à pied qui a plus de 100 ans, celui-là. Bien, ça va lui donner la forme. Ouais. Je l'ai acheté dans le Midi à une vieille artiste qui le tenait de son père. Alors, elle avait 80 ans, moi il y a plus de 20 ans que je l'ai, tu vois, ça fait... Il a au moins 120 ou 130 ans. Ah, c'est une pièce de musée. Alors je l'estampe, on appelle ça estamper. Hein. Là, je vais le faire. Et là, c'est l'estampine finale. Voilà. Ça commence à se former là. Tu vois ? Ça va peut-être le faire. Tu vois là, on sent, tu vois, là, il a commencé à plus ou moins se décoller. Donc je vais pouvoir le décoller. Et ensuite, on va la mettre dans un contre-moule, de façon à ne pas la déformer si on veut la découper. Si on regarde bien, hop, wow. Et voilà. Là, avec des petits ciseaux, je commence le découpage. Alors, c'est comment un pré-découpage, hein, parce qu'on ne peut pas découper tout de suite. Là, ben, je vais encore passer 3/4 d'heure. Ensuite, ben, ça va demander une matinée. Je vais encore passer une bonne heure à la redécouper demain. Et le lendemain, on reprend. Et on reprend tous les petits trous là, on les affile bien. Alors là, avec le scalpel, on nettoie tout, on les met bien.
Ça paraît fouillis, mais finalement tout est à portée de main. Ouais. Tous mes outils, tous les matériaux sont à portée de main, ce qui fait que je n'ai pas à me déplacer. Je peux rester sur place et j'ai tout sous la main. J'enlève les petits morceaux, ce qui est pas toujours facile. Hein. Bah ouais, voilà. Là, je suis en train de rectifier tous les trous, là. Alors, il y a, je crois, 96 trous. Ah bon? Oui, alors tu vois un petit peu plus à faire à chaque fois. Hein. Et là, je suis en train de mettre en forme les petites étoiles. L'après-midi, je la mets là, à l'envers, oui, avec des cales pour pas qu'elle se gondole de trop. Ça sèche, mais avec des cales. Quand ça va être sec, je vais poncer tout ça. Tu vois, enlever toutes les bavures là, et puis poncer l'arrière comme il faut, que ce soit propre. Je fais un peu plus fin. Fais attention. Je le fais sécher. Une fois qu'elle est sec, je la fais cuire à 900 degrés, hein. Non, à 1050 degrés plutôt. Et quand elle est cuite une première fois, eh ben, je l'émaille. Là c'est l'émail. Hein. Je suis en train de préparer l'émail. Alors, bon, faut le remettre pour qu'il soit facile à pulvériser. Alors, je me sers d'un compresseur et d'un pistolet spécial, hein, parce que à la main, on n'y arriverait pas, ça ne serait pas assez beau. Quand je fais plusieurs couleurs, la première couleur, par exemple là je fais ça, je vais nettoyer tout le reste. Et une fois qu'elle est propre, qu'il y a juste ce que je veux comme couleur, je fais cuire une première fois. Et alors après, je nettoie tout ça comme il faut, je fais cuire, et après je donne la deuxième couleur et je refais cuire. Alors là, c'est la phase cuisson. C'est 24 heures en chauffe au total et puis 36 heures au total, quoi, un temps de sortir. Hein. C'est de l'ordre de 950 à 1050 degrés. Les grandes pièces, on évite de les faire cuire trop souvent parce que à la fin, ils pètent. Hein. Non, je peux pas. Bon, ben voilà, c'est plein. Alors, il faut le charger au maximum hein, parce que c'est... Les programmes 9, le 1, le 2, le 3. Voilà, donc il y avait vert et il y a aussi le vert flammé qui ressemble un peu au Valoris. Plus bleu de Rubel, oui, comme là. Ah ouais. Ouais. C'est le bleu méditerranéen normalement. D'accord. Quand il est vraiment beau. Das fängt an zu trocknen, dann muss man das rausheben, ganz sorgfältig, damit es nicht kaputt geht. Aber der Trick bei dem Ganzen, das ist ein anderes Material als das. Ja, ja, das ist ein anderes Porzellan und die Temperatur ist eine andere. Und deswegen wird es dann durch, das haben wir ja vorher gesehen, die zwei gleichen Sachen. Bei einer Temperatur hat man nicht gesehen und bei der anderen Temperatur konnte man durchsehen. Était destiné à l'usage quotidien. Les couleurs nouvelles et inattendues pour l'époque, le vert profond et brillant, le caramel, le bleu intense outre-mer, parfois turquoise, le jaune citron sont surprenants. La finesse du dessin est ravissante.
Qu'il s'agisse de fruits, de personnages, de paysages locaux ou orientaux, d'animaux, le détail est toujours étonnant. Il faut, pour bien apprécier le Rubel, saisir la couleur, puis s'appesantir sur le détail. Le charme de la faïence de Rubel continue cependant à opérer. Léa, l'héroïne de Colette dans Chéri, en 1920, déjeune dans une solitude joyeuse, souriant aux fraises secs et aux fraises de juin, servies avec leur queue sur un plat de Rubel, vert comme une rainette mouillée. Et vous apprécierez la petite mise en scène qui a été faite. On est en train de faire une chaîne de musées sur ce territoire et vraiment de lui donner une vocation touristique qui avait été un peu oubliée. Quand je suis arrivé à la présidence de l'agglomération, on m'a dit il n'y aura jamais de tourisme dans cette zone, il n'y a rien, il y a des tout, les touristes ils ne viendront jamais. C'est pas vrai du tout. On va faire la coulée verte qui ira de la gare jusqu'à Vaux-le-Vicomte, le long de l'Almont. Ça va être un paysage fantastique et l'Office du tourisme, merci Corinne, sera situé sur le bord de la coulée verte. Et on va remettre des anguilles dans l'Almont. Il y a plein de choses à faire. Il suffit qu'on se prenne en main et l'agglomération est là pour bouger les choses. C'est fantastique et le musée de Rubel, c'est la cerise sur le gâteau. Merci Françoise et merci à vous tous. On va associer la visite de la Maison de la Faïence soit à d'autres visites sur le territoire de Melun-Val-de-Seine, soit spécifiquement on visite la Maison de la Faïence et autour on va essayer de faire un petit tour de Rubel et de présenter les attraits de la commune. Je suis très heureux, vous savez, il y a un certain nombre de choses qui en Seine-et-Marne méritent d'être mises en valeur et qui font la renommée du département de Seine-et-Marne. On a l'habitude de parler du Brie de Melun, on a l'habitude de parler du Brie de Meaux, on a l'habitude de parler de Barbizon pour ses peintres, de Fontainebleau pour son château, etc. Tout ça représente, mais c'est vrai que la faïencerie de Rubel, c'est quelque chose de très important pour le département de Seine-et-Marne et qui ne fait que mettre en valeur, en plus de ça, notre patrimoine et puis aussi ce que notre savoir-faire, les qualités de ce département. Il y a beaucoup de choses comme Noisiel et sa chocolaterie, etc. La faïencerie de Rubel, c'est quelque chose d'excessivement important. Voilà. Bien évidemment, la faïence de Rubel a connu évidemment ses heures de gloire, on va dire, à Rubel sur une période de 20 ans, mais il y a énormément effectivement de faïenceries qui vont reprendre le modèle évidemment de Rubel pour essayer de le perpétuer, et je dirais que M. Fabani fait partie justement de ces personnes qui poursuivent, on va dire, l'aventure de Rubel en Seine-et-Marne.